inquiet également parce que cet hommage se situe à un moment un peu particulier, c'est vrai, particulier pour nos pays, la France et la Belgique. J'étais tout à l'heure à la gare de Bruxelles complètement occupé par un nombre absolument invraisemblable de forces de police et de l'armée qui visiblement s'inquiétaient, et il y avait une assez grande fièvre chez les responsables de la gare. J'espère que cela n'est pas un mauvais présage. Mais c'est pourquoi, plus exactement, avant de commencer et de répondre, de tenter de répondre aux questions que vous m'avez posées, pas celles que vous m'avez posées en langue étrangère, celles que vous m'avez posées en français. Les autres, je n'ai pas compris. Je voudrais dédier à Jacques et à vous tous quelques mots très simples qui me sont venus dans la nuit de vendredi à samedi dernier et qui me semblent pas si éloignés que ça, au fond, de l'objectif de nos mouvements, de votre mouvement et de ce que nous sommes en train de célébrer ce soir. Alors voilà quelques mots très simples qui me sont venus comme ça et que j'ai envoyés à mes amis militants et militantes français. Nous savions, disais-je dans la nuit de vendredi à samedi dernier, que la vie était fragile, que l'humain s'était par moments et que la démocratie était menacée par les forces archaïques qui habitent encore le monde. Nous savions que face à la vacuité de nos modèles économiques fondés sur la consommation compulsive, notre Occident peinait à offrir un autre idéal que l'assujettissement aux intégrismes. Nous savions que tout ce qui nous tient à cœur est mortel et que l'obscurité absolue peut un jour faire oublier l'espoir de toute lumière, que cette nuit terrible où nous avons éprouvé la terreur de la pénombre nous rappelle notre fragilité et notre finitude, qu'elle renforce ainsi notre détermination à prendre soin de toute vie, de toute pensée libre, de toute ébauche de solidarité, de toute joie possible. Prendre soin de la vie et de l'humain avec une infinie tendresse et une obstination sans faille est aujourd'hui la condition de toute espérance. Sachons qu'un seul sourire échangé, un seul geste d'apaisement, aussi ténu soit-il, peut encore, contre tous les fatalismes, contribuer à nous sauver de la barbarie. Voilà, merci pour cette écoute et ces quelques lignes que je dédie à Jacques en particulier et à nous tous en général. Alors, nous allons évidemment parler du collectif, nous allons évidemment parler du groupe, nous allons évidemment tenter de répondre à vos questions. Vous les avez dites tellement vite que je n'ai pu noter que celle sur les salcons, qui de toute évidence est celle qui se retient le plus facilement, mais c'est celle qui met évidemment l'intelligence à l'épreuve. J'ai sous-titré les quelques remarques que je souhaitais faire avant le débat que nous engagerons dans un instant. Le collectif, mais plus précisément du vivre ensemble au faire ensemble. Vivre ensemble au faire ensemble, parce qu'en France, et je suppose que c'est la même chose chez vous, cette expression du vivre ensemble est devenue une expression politiquement correcte, utilisée par chacun et par tous. Mais comme l'histoire nous le montre, nous pouvons vivre ensemble, lobotomisés sous la coupe d'un gourou charismatique, ou au sein de systèmes de contention suffisamment puissants pour décourager toute tentative de dissidence. Comme les marchands du temple nous le prouvent abondamment, on peut aussi vivre ensemble au rythme des messages publicitaires en obéissant aveuglément aux injonctions adressées à la part de marché à laquelle nous avons été affectés, vous et moi. Comme les industries programment le rêve, nous pouvons vivre ensemble, fascinés chacun par nos écrans, côte à côte, dans une espèce d'indifférence absolue.
Et comme nous en faisons l'expérience malheureusement tous les jours, nous pouvons vivre ensemble dans la juxtaposition de ces indifférences, qui ne crée pas nécessairement société. Alors je vais parler avec vous et tenter de dire avec vous quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose au pluriel qui me tienne à cœur, faire ensemble pourquoi, et puis faire ensemble comment. Vous voyez, je n'ai pas cherché à être trop original dans l'organisation de mes réflexions. Faire ensemble pourquoi. Pourquoi est-il aujourd'hui si important de promouvoir le collectif au sens du faire ensemble? D'abord, parce qu'au sein de notre institution éducative, notre institution scolaire, et je crois qu'à cet égard, l'institution scolaire belge et l'institution scolaire française suivent à peu près le même chemin. C'est un chemin qui est suivi par la quasi-totalité des systèmes scolaires occidentaux. Nous assistons à un mouvement qui n'est pas encore officialisé, ou pas toujours officialisé, mais qui est très profondément ancré, dont on voit les grandes lignes se décider actuellement, qui est un mouvement d'individualisation, externalisation. Nous voyons que tous les systèmes éducatifs de l'Occident et des pays occidentaux consacrent une grande part de leur énergie à diagnostiquer, externaliser, détecter, pour pouvoir confier à d'autres et ailleurs, de plus en plus spécialisés, les personnes qui sont objets de ce que l'on appelle les dysfonctionnements. Ces dysfonctionnements peuvent être des pathologies identifiées. On connaît depuis longtemps la dyslexie. On a trouvé depuis la dyscalculie, la dysphasie, un certain nombre d'autres dys. Ce qui me préoccupe là-dedans, c'est que nous sommes en train, quand on interroge les enseignants au niveau européen et quand on regarde la manière dont ils vivent cela, de vider la substance même du travail de la classe. Un certain nombre d'enseignants en France me demandent parfois s'ils ne sont pas d'abord là dans la classe pour évaluer si les élèves ne seraient peut-être pas mieux ailleurs. C'est-à-dire pour identifier la limite de ce qu'ils considèrent à un moment donné comme leurs compétences, pour envoyer de plus en plus loin de l'école un certain nombre de gens qui semblent non plus ressortir. Cela commence avec l'accompagnement individualisé, les programmes personnalisés de suivi, cela se poursuit avec l'aide aux devoirs, cela se fait dans le cadre associatif et avec des gens aussi généreux que possible, cela se développe aussi dans le cadre institutionnel avec des systèmes mis en place par des collectivités territoriales. Cela est relayé, vous le savez, par des organismes commerciaux qui spéculent honteusement sur l'angoisse des familles. Tant et si bien que se développe ce que j'ai appelé dans un article récemment un phénomène de centrifugeuse. Vous savez, le principe de la centrifugeuse, c'est qu'elle tourne, qu'elle crée en son sein une dépression et qu'elle envoie de plus en plus à l'extérieur ce qu'elle n'est pas capable d'intégrer et de traiter. Et plus la centrifugeuse tourne vite, plus elle envoie à l'extérieur un nombre important de choses et de gens, et plus en son centre, il y a une dépression qui est physique, quand elle n'est pas nerveuse, pour les enseignants qui sont au cœur du mécanisme. Je crois que nous n'avons pas pris la mesure du développement fantastique de ce mouvement. Il se trouve qu'il y a moins de 15 jours, hasard de calendrier, se tenait à Doha, au Qatar, une nouvelle édition du WISE. Ne me demandez pas trop de parler anglais correctement, c'est le World International Summit of Education, organisé par la 3e femme de l'émir du Qatar, qui réunissait, une fois de plus,
un nombre important de pédagogues de renom et les grands industriels du numérique. Et ensemble, une fois de plus, ils nous ont proposé une vision qu'ils considèrent comme idyllique de l'école, qui consisterait à organiser de grandes plateformes de savoir et de connaissances qui réuniraient elles-mêmes toutes les données existantes, plateformes probablement installées sur les îles Caïmans pour être défiscalisées, et plateformes auxquelles chaque enfant, mais aussi chaque adulte, pourrait se connecter individuellement et apprendre seul, chez lui, face à l'écran. Ce monde-là n'est pas si loin de nous. Il nous apparaît complètement fantaisiste au regard de notre institution scolaire, au regard des enjeux financiers, au regard des pouvoirs que détiennent un certain nombre de grands industriels du numérique, mais aussi un certain nombre d'États qui poussent considérablement vers cette direction. La dissolution de l'institution scolaire, la dissolution de tout collectif au profit d'une juxtaposition d'apprentissage strictement individualisé, précédé de tests initiaux et régulièrement évalués par des tests en cours de route, est loin d'être une utopie irréalisable. On peut même imaginer que l'ensemble de ces systèmes individualisés vont entrer en concurrence et que tout cela va engendrer une sorte de dérégulation fantastique du système éducatif et que les quelques classes qui résisteront ici ou là auront bien du mal à expliquer que, quoi qu'elles soient moins chères, probablement que ce système informatique et numérique extrêmement sophistiqué, elles peuvent apporter un peu plus que le simple face-à-face avec l'écran. Elles peuvent apporter des échanges et la possibilité de construire des collectifs à échelle humaine. Le mot d'individualisation est devenu, dans nos systèmes occidentaux, et y compris dans les grands organismes internationaux, une espèce de clé absolue. On le voit chez l'OCDE, on le voit dans la quasi-totalité des grands organismes qui pensent l'éducation et son avenir, comme si nous étions en quelque sorte dans un mouvement inéluctable qui devait aboutir à une atomisation absolue de toute forme de collectif au profit d'une juxtaposition d'apprentissage strictement personnel et de la disparition de tout ce qui pourrait ressembler à du lien social au sein de nos institutions scolaires. C'est une des raisons, la première des raisons pour lesquelles je nous invite à résister et à promouvoir le faire ensemble contre la juxtaposition des indifférences. La deuxième raison, j'avais écrit cela avant les derniers événements, elle est d'autant plus, me semble-t-il, d'actualité que ces événements nous ont remis en lumière un certain nombre de choses très fortes. Elle est liée à la manière dont la solitude dans laquelle sont un grand nombre de nos contemporains les incite non pas à créer du collectif, mais à compenser ces éléments d'isolement dans lesquels ils se trouvent par la mise en place de relations claniques et fusionnelles. J'avais fait une étude il y a maintenant une dizaine d'années avec mon collègue Azouz Bega, que vous avez peut-être lu. Un livre célèbre de lui s'appelle Le Gone du Shahaba. Et nous avions travaillé, lui en tant que spécialiste des transports et moi en tant que spécialiste des questions de lien social et de psychosociologie des groupes d'adolescents,
sur le comportement des jeunes des cités et des banlieues, à la fois dans leurs déplacements, mais aussi dans leur vie collective. Et l'article que j'avais écrit dans une revue scientifique à la suite de cette étude, je l'avais intitulé « L'effet Jokari ». Alors, nul n'est assez vieux ici, y compris Jacques et moi, pour se souvenir de ce que c'est qu'un Jokari, et puis peut-être qu'en Belgique, il n'y a pas de Jokari, je ne sais pas. Si, il y a des Jokari. Il y a des Jokari, très bien. Alors, le principe du Jokari, vous connaissez, c'est un plot de bois sur lequel il y a une élastique, et au bout de l'élastique, il y a une balle. Alors, plus vous envoyez la balle loin, plus évidemment, elle vous revient fort, et de toute façon, elle ne peut pas s'échapper, puisqu'elle est accrochée avec une élastique. Alors, j'avais appelé mon étude l'effet Jokari, parce que j'avais observé qu'aussi bien dans leur déplacement que dans leur comportement, ces jeunes étaient en quelque sorte toujours aspirés, aimantés par une espèce d'attractivité qui en réalité s'avère être une emprise très forte sur leur psychisme d'un mode de fonctionnement et d'un leader charismatique. J'avais observé que ces jeunes ne se déplaçaient pas seuls, ils se déplaçaient à 2 ou 3 ou 4 pour aller dans le centre-ville, parce que cela était à la fois une sécurité pour eux, mais aussi en même temps une manière pour le groupe de ne pas les laisser s'échapper tout seuls. J'avais observé que ces groupes-là n'autorisent jamais un jeune à prendre une petite amie ou un petit ami à l'extérieur du groupe, que si l'on aime une musique qui n'est pas labellisée par le groupe, on va évidemment être ridiculisé, voire exclu du groupe. Et qu'ainsi de suite, il y a une sorte d'ensemble de mimétismes qui font que ces groupes fournissent aux jeunes qui s'y engagent de la sécurité et de l'identité, mais à un prix qui est terrible, qui est la disparition de leur liberté. Et il y a là quelque chose de très intéressant à regarder, y compris à la lumière des événements que nous vivons. On dit souvent des jeunes qu'ils ne respectent pas l'autorité. C'est bien évidemment faux. Ils ne respectent pas les autorités que nous voudrions qu'ils respectent. Mais ils respectent une série d'autres autorités très, très prégnantes sur eux. On peut aujourd'hui mettre des dizaines de milliers de jeunes partout dans le monde, dans la rue, à attendre l'ouverture d'une boutique parce que le lendemain sort un jeu vidéo. On peut assujettir des dizaines, des centaines de milliers de jeunes au dire d'un chanteur de variété. On peut mettre des milliers de jeunes dans une dépendance stricte à l'égard d'un groupe de hooligans, et ainsi de suite. De la même manière qu'on peut voir se développer en contrepoint à la solitude et à l'individualisation individualiste qui existe partout, ces groupes fusionnels qui sont bien évidemment aspirés par les idéologies les plus dangereuses et qui parfois peuvent être des idéologies mortifères et meurtrières au sens propre du terme. Et cela nous pose une question extrêmement importante, à laquelle évidemment je n'ai pas de réponse, mais dont nous discuterons, c'est comment se fait-il que ces jeunes acceptent d'abandonner toute liberté au profit de groupes qui leur donnent certainement une sécurité et une identité, mais qu'ils en payent un prix si fort qu'il faut probablement que nous ne soyons pas capables de leur proposer quelque chose en alternative pour qu'ils acceptent de payer ce prix. Qu'est-ce que leur promettent ces groupes que nous ne leur promettons pas? Qu'est-ce que leur promettent ces groupes pour que ces jeunes acceptent d'aller se faire déchiqueter physiquement, après s'être fait déchiqueter psychiquement? Qu'est-ce qui fait qu'ils acceptent cela et qu'est-ce qui fait que ce que nous leur proposons, en particulier dans nos écoles, à savoir un lieu où ils doivent à la fois trouver une identité, trouver une sécurité, mais avoir aussi de la liberté, que ces lieux-là ne font pas le poids
par rapport à ces groupes fusionnels? Qu'est-ce qu'ils y trouvent de plus que nous ne leur proposons pas? C'est une vraie question, et une question qui, me semble-t-il, doit être travaillée, parce que si nous ne la travaillons pas, cette question-là, il me semble que nous verrons monter dans cette société de la solitude et de l'isolement des groupes fusionnels de plus en plus puissants, qui exerceront de plus en plus d'emprise, et dont l'emprise sera de plus en plus dangereuse pour le lien social et pour l'organisation d'un collectif solidaire. Voilà la deuxième raison pour laquelle il nous faut travailler à l'élaboration de vrais collectifs. Troisième raison, qui me semble au cœur de la nécessité de construire du collectif, c'est parce que ce faire ensemble, dont je parlais tout à l'heure, permet, me semble-t-il, de rencontrer quelque chose d'extrêmement précieux, qui est la résistance des objets, comme contrepoison efficace à la toute-puissance et au rapport de violence. Il y a quelques années, quand j'étais directeur en France de l'Institut national de recherche pédagogique, j'avais promu une méthode d'enseignement des sciences qui s'appelle toujours la main à la pâte. La main à la pâte est une méthode d'enseignement des sciences dans laquelle on travaille à brancher des ampoules, faire des petites expériences, il y a des petites balises, des protocoles d'expérience, etc. C'était le prix Nobel Georges Charpak qui avait lancé cette main à la pâte. Et ce qui m'avait particulièrement intéressé dans ses propos, quand il m'avait demandé de diffuser massivement ces méthodes et ces petites mallettes, c'est qu'il m'avait dit, quand on met des enfants, des jeunes, face à une réalité scientifique, eh bien, celui qui a raison, ce n'est pas celui qui crie le plus fort, ni celui qui est le plus violent. C'est celui qui branche les fils pour que les ampoules s'allument. Il y a là quelque chose d'assez essentiel dans la médiation des objets, c'est qu'ils viennent en quelque sorte arbitrer sur le plan d'une certaine rationalité des rapports de force qui sinon s'exercent sur le plan de toute puissance qui s'entrechoquent et qui cherchent chacune à avoir la domination sur les autres. Le réel nous en fait rabattre sur notre velléité de dominer et l'action collective nous rend à la fois humbles, complémentaires et capables de comprendre que ce qui peut permettre aux hommes, aux humains, de se réconcilier, c'est de se soumettre humblement et non pas de chercher à exercer d'une façon excessive et violente leur pouvoir aux lois de la nature et en même temps aux autres. Pourquoi il est si intéressant de faire un potager avec les enfants? C'est parce que, bien évidemment, il y a un apprentissage fondamental qui se fait là, c'est que c'est pas en gueulant sur les tomates qu'on les fait pousser plus vite. Et le simple apprentissage que nous donne ici la nature avec beaucoup de simplicité, à savoir que la colère et la violence n'améliorent pas fondamentalement la façon dont poussent les légumes, est un apprentissage absolument fondamental et essentiel. Ça vient mettre une limite à cette espèce de tentation de la toute-puissance que les enfants ont nécessairement dans leur évolution, dans leur développement, mais qui est très largement industriel, très largement instrumentalisé par la machine industrielle, commerciale et médiatique. Donc le faire ensemble a cette fonction-là, et cette fonction me paraît essentielle à condition qu'on fasse vraiment
et que l'on s'astreigne ensemble à respecter ce que faire veut dire, hein, et à respecter un certain nombre de principes qui ne relèvent pas de la normalisation, mais de la normativité. Je crois cette distinction entre normalisation et normativité absolument essentielle en pédagogie. La normalisation, c'est le fait de soumettre tout le monde à des normes arbitraires, décidées par une institution et dont plus personne ne se souvient pourquoi elles ont été décidées et à quoi elles servent. La normativité, c'est ce que d'ailleurs le biologiste et philosophe Georges Canguilhem donne comme étant la condition même du vivant, c'est le fait qu'un projet s'organise et que ce projet qui met en relation un certain nombre d'organismes vivants ne peut pas se développer s'il ne se donne pas des normes, mais des normes qui sont cohérentes avec le projet lui-même, et non pas des normes extérieures auxquelles on demande à des personnes de se soumettre sans les comprendre. La normativité est indispensable à tout groupe humain. Elle est ce qui se réfléchit en commun au sein d'un projet que l'on fait ensemble et ce qui permet de réaliser ce projet. La normalisation est ce qui s'impose du dessus d'une manière verticale en raison d'usages qui ont été stabilisés dans le passé et dont chacun peut avoir aujourd'hui perdu le sens. Donc, troisième raison pour s'efforcer de faire ensemble collectivement. Quatrième raison, pédagogiquement à mes yeux essentielle, c'est parce que le faire ensemble, c'est faire l'apprentissage réel de ce qu'est une autorité légitime dans une démocratie en construction. C'est comprendre que l'autorité légitime est fondamentalement liée à la responsabilité. Un enfant de 3 ans peut avoir autorité sur un bocal à poisson rouge. Il peut dire à ses amis, à ses camarades de classe, « Je t'interdis de mettre des saletés dans le bocal à poisson rouge parce que je suis responsable du bocal à poisson rouge. Et en tant que responsable du bocal à poisson rouge, j'ai l'autorité pour t'interdire de mettre des saletés dans le bocal à poisson rouge. » Il sait ce que c'est que l'autorité, parce qu'il sait qu'elle est liée à sa responsabilité, qu'il doit répondre devant le groupe du fait que le bocal à poisson rouge ne sera pas sali par des tas de choses qui auront été mises dedans. Il sait que cette autorité-là, elle n'est pas usurpée, elle est légitime, parce qu'elle lui est donnée par un collectif, et que ce collectif lui donne la responsabilité de quelque chose qui lui confère une autorité légitime dans ce collectif. J'insiste sur ce point parce que, là encore, il me semble essentiel que dans la formation qu'on voudrait bien citoyenne au sein de nos écoles, la question de la responsabilité et celle de l'autorité soient liées. Une démocratie est un espace politique où, comme le dit Claude Lefort, le lieu du pouvoir est vide. Il n'y a jamais personne, et surtout personne par nature, qui soit habilité à l'occuper. Le pouvoir, le lieu du pouvoir est vide parce qu'il n'y a que des individus mandatés provisoirement par un collectif en tant qu'ils sont responsables de quelque chose au sein de ce collectif pour faire fonctionner ce collectif. Nos collègues de la pédagogie institutionnelle insistent beaucoup sur le « en tant que ». J'ai autorité en tant que je suis responsable de. Et je fais partie de ceux qui croient réellement qu'une classe devrait être un lieu où chacun a la possibilité d'expérimenter une responsabilité en tant que, où nul n'est privé de cette expérience de l'autorité, cette expérience d'une autorité qui est service du collectif,
qui est en même temps possibilité de tenir un rôle dans ce collectif et de se construire soi-même au sein de ce collectif. Donc je crois effectivement qu'il y a là une quatrième raison essentielle pour travailler à mettre en place des lieux et des occasions pour faire. Voilà quelques remarques rapides. Je vais maintenant en arriver à la deuxième série de remarques et puis nous engagerons le débat. Après ce faire ensemble pourquoi, je voudrais développer rapidement faire ensemble comment. Comment, c'est pas facile et les questions que vous avez posées en témoignent. La coopération, au sens réel et fort du terme, n'est pas spontanée. Et là encore, il nous faut échapper à la pensée magique qui fait toujours le lit de la réaction, qui consiste à décréter ce qu'on voudrait que les gens soient sans les aider à le devenir. Ça fait toujours le lit de la réaction. Si vous dites soyez gentils, coopérez ensemble, et que vous ne faites rien d'autre, vous observez une gigantesque pagaille, vous observez une division du travail plus ou moins aléatoire, sous l'œil réjoui des spécialistes du « je vous l'avais bien dit », qui sont là en embuscade pour vous revendre les bonnes vieilles méthodes. Donc la pensée magique, celle qui consiste à croire qu'il suffit de dire pour que les choses se fassent, est toujours alliée de la réaction. Et d'ailleurs, la réaction adore promouvoir un certain nombre de gens qui sont dans la pensée magique, parce que ça leur permet de justifier leur réalisme, entre guillemets. Vous voyez bien, nous, on est des réalistes. Lui, c'est un utopiste. D'ailleurs, l'utopie, ça ne marche pas, ça se voit. Donc, revenons à notre bon vieux réalisme. C'est la raison pour laquelle, quand on parle de coopération, comme je viens d'en parler, au sens du faire ensemble, il faut évidemment se garder de toute injonction miraculeuse, faites ensemble et ça va se faire. Il faut aller voir d'une manière précise, concrète, comment se passe ce faire ensemble, comment ça marche et à quelles conditions ça peut construire du lien social et une authentique solidarité. Solidarité. Même avec les cons. Pour reprendre votre question. Premier élément, et c'est un élément que j'ai travaillé depuis très longtemps et que certains d'entre vous m'ont sans doute déjà entendu évoquer. Premier élément, tout groupe humain ne collabore pas et ne coopère pas spontanément. Si vous donnez à un groupe d'enfants, comme à un groupe d'adolescents ou d'adultes, une responsabilité ou une tâche aussi simple que celle de faire un panneau sur un pays d'Afrique ou un insecte, une maquette d'une ville romaine ou de je ne sais trop quoi, vous aurez presque immanquablement une sorte de division du travail en 4 groupes d'inégale importance, les concepteurs, les exécutants, les chômeurs et les gêneurs. Faites l'expérience, même entre vous, et reposez-vous la question du fonctionnement de votre groupe cet après-midi. Probablement qu'à certains moments, cette division du travail s'est tranquillement mise en place, ce qui n'est pas très grave, puisque vous êtes des adultes formés et que vous avez pu vous laisser aller à être un moment le chômeur ou le gêneur en vous adossant sur le concepteur et l'exécutant qui prenait les notes, ce qui n'est pas très grave, mais ce qui devient extrêmement grave, si on en fait un outil de formation pour des enfants ou des élèves. Dès lors que vous demandez à des élèves de faire un panneau, c'est évidemment celui qui sait écrire qui écrit,
celui qui sait dessiner qui dessine, celui qui a des images qui les apporte, et celui qui ne sait pas dessiner, qui ne sait pas écrire et qui n'a pas d'image, qui ne fait rien, et heureusement qu'il ne fait rien, parce que si on lui demandait de faire quelque chose, le panneau serait raté. Le panneau serait raté. On le paye donc en identification dans le produit pour compenser sa frustration dans la fabrication. C'est grâce au fait que tu n'as rien fait que le truc est réussi et que la maîtresse est contente. Et même pour la fête de l'école, ça va bien nous servir, parce que si on avait fait dessiner les mauvais dessinateurs, les parents, ça n'aurait pas été très content. Et comme en général, les parents jugent de la qualité d'une pédagogie à la qualité des produits que cette pédagogie est capable d'exhiber le jour de la fête de l'école, il faut bien évidemment que les gens déjà compétents s'investissent au maximum et que ceux qui ne le sont pas trop en fassent le moins possible. Hein? Et puis pour la pièce de théâtre en fin d'après-midi, c'est à peu près pareil. Il n'est pas question de donner le premier rôle au bègue. Hein? On lui fera brancher la prise de courant. Hein? Et puis ce sont ceux qui savent bien causer. Tout le monde sera content, les parents et le professeur, dont le narcissisme sera parfaitement satisfait, puisqu'il aura parfaitement intégré l'idée que la qualité de ce que ses élèves présentent incarne la qualité même de la pédagogie qu'ils pratiquent. Il y a là un danger réel. C'est un danger auquel aucun d'entre nous n'échappe, surtout si nous sommes minoritaires, dans un système où on nous assigne en permanence de faire nos preuves. Parce que quand on nous demande de faire nos preuves, il faut bien que le jour de la fête de l'école, ou dans tel truc, on montre que nos élèves ils sont meilleurs que les autres. Et la tentation est bien évidemment de le montrer en ne faisant travailler que les très bons. Et donc, à partir de ce moment-là, à rater l'objectif même de l'institution scolaire. Moi, j'avais travaillé là-dessus très tôt dans ma carrière, bien avant d'ailleurs de rencontrer la CG. Et puis, j'ai travaillé plus tard sur l'histoire de la pédagogie et découvert différentes étapes de pédagogues qui, en repérant cette dérive, que j'avais appelée la dérive productive ou la dérive économique des pratiques de groupe, ont mis en place un certain nombre de choses. J'ai en particulier, il y a une dizaine d'années, théorisé ce que j'ai appelé le moment Makarenko, en travaillant sur l'œuvre de ce pédagogue soviétique assez peu connu, bolchevique plutôt que soviétique d'ailleurs, qui récoltait, ou pas récoltait, qui recueillait les gamins abandonnés par la Révolution et par la guerre civile dans les années 1917-1921, et qui avait organisé des colonies. Et dans un texte célèbre qui s'appelle le poème pédagogique, qui n'est pas véritablement un poème, mais qui est un texte d'une grande force pédagogique, il explique comment il a évolué sur cette question-là. Il explique que dans ces colonies, au début, il avait créé des groupes pour chacune des tâches de la vie quotidienne. Alors il y avait les gens qui devaient aller couper du bois, ceux qui faisaient la cuisine, ceux qui faisaient le ménage, ceux qui faisaient la vaisselle, etc. Et dans chacun de ces groupes, il y avait un chef d'équipe, et puis il y avait des gens qui obéissaient au chef d'équipe pour faire les petites tâches. Il avait également organisé la colonie en groupe d'apprentissage, avec dans chaque groupe un moniteur qui devait enseigner un certain nombre de choses au plan de la langue, au plan de l'histoire, lire des livres, etc. Et au bout d'un certain temps, Makarenko a observé ce que nous observons tous, à savoir que cela provoque une sorte de division du travail en fonction des expériences des uns et des autres. C'est à ce moment-là qu'il a imposé quelque chose qui me paraît être une véritable révolution en pédagogie. Il a imposé, tout en gardant le système des détachements, des groupes de travail à la fois pour faire fonctionner et pour apprendre, il a imposé la rotation systématique et obligatoire à la fois des tâches et des fonctions. C'est-à-dire qu'au sein des groupes, celui qui était chef devenait subalterne, les subalternes devenaient chefs, et chacun allait dans tous les groupes où les fonctions tournaient. En rotation systématique des tâches et des fonctions. Ça paraît anecdotique comme changement de mode de fonctionnement. C'est fondamental.
c'est évidemment fondamental. C'est recentrer le projet éducatif sur ce qui est son essence même, à savoir permettre à chacun de faire l'expérience de l'ensemble des tâches et des fonctions et d'apprendre à exercer correctement ces tâches et ces fonctions. Je pense même que ce serait un principe extrêmement efficace à mettre en œuvre dans tous les groupes d'adultes qui travaillent ensemble et qui pourraient ainsi, me semble-t-il, continuer non seulement à se former tout au long de la vie, mais à découvrir des points de vue décalés par rapport à ceux dans lesquels ils sont enquistés, et donc à contribuer à construire véritablement du collectif. Alors cela peut se faire à travers évidemment ce qu'on appelle la pédagogie de projet, le travail de groupe, mais aussi à travers l'ensemble des apprentissages proprement dits, et je crois que c'est un point auquel il ne faut pas, en tout cas, qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est un point qui, me semble-t-il, fait jonction entre la priorité donnée au projet et qui mobilise et la priorité donnée à l'apprentissage des personnes qui risquent précisément de démobiliser et de ne pas permettre au groupe de se construire comme collectif. Il y a là une espèce de dialectique absolument essentielle sur laquelle nous reviendrons peut-être tout à l'heure. Alors effectivement, ça n'est pas facile de créer du collectif ainsi, ça nécessite tout un travail préalable, ça nécessite toute une série de techniques aussi, des techniques qui consistent à donner à chacun des tâches et à les reconnaître à reconnaître chacun pour les tâches qu'il sait faire, à organiser les choses pour que chacun ait réellement à apporter quelque chose au fonctionnement du groupe et que le groupe ne puisse pas fonctionner, le collectif ne puisse pas fonctionner sans que chacun y prenne sa place, y trouve une place et que sa place soit reconnue par les autres. Voilà un deuxième élément évidemment fondamental. Troisième élément, et il est d'autant plus fondamental qu'il est lui aussi, me semble-t-il, tout à fait dans l'actualité, pour qu'il y ait du collectif, il faut qu'il y ait l'apprentissage de ce que les psychologues piagétiens appelaient la décentration. Alors la décentration, c'est une opération mentale qui consiste à être capable de se regarder et de regarder ce que l'on a fait avec les yeux de quelqu'un d'autre. La décentration, c'est ce qui nous aide à progresser. Quand j'écris un texte, je dois être capable de lire ce texte avec les yeux de mon adversaire, c'est-à-dire en anticipant ses objections et en voyant dans mon texte tout ce qui ne va pas pour pouvoir le corriger. Cette décentration, c'est-à-dire cette capacité de se placer en extériorité par rapport à ce que l'on fait, est évidemment une des conditions majeures de toute progression intellectuelle. Elle nous désenquiste par rapport à nos propres produits et elle nous permet d'avancer. Et la décentration, on voit bien qu'elle n'a pas qu'une dimension cognitive. Et nous devons à une philosophe américaine que j'aime beaucoup, qui s'appelle Martha Nussbaum, d'avoir insisté sur la dimension à la fois émotive et politique de la décentration. Dans un livre qu'elle a publié il y a 2 ans, qui s'appelle « Les émotions démocratiques », Martha Nussbaum montre que une démocratie est liée fondamentalement à la capacité qu'acquiert chacun de se placer à la place de l'autre. C'est-à-dire d'entendre le monde avec les yeux de l'autre et dans le référentiel de l'autre. Alors elle développe très longuement l'importance de la littérature, l'importance de la création artistique pour cela. Elle s'appuie d'une manière très forte sur toute une série d'expériences autour du conte, autour évidemment de l'étude de la fiction, mais aussi de la fiction romanesque, mais aussi du cinéma. Et elle montre à quel point, chez un certain nombre d'enfants aujourd'hui, l'incapacité à
à penser l'autre et à entendre la manière dont il fonctionne, ce qui ne veut pas dire à l'approuver, est fondamentalement essentiel pour qu'un collectif puisse se construire, pour qu'un collectif puisse être autre chose qu'une juxtaposition, non pas d'indifférence cette fois-ci, mais de logique individuelle qui ne communique pas et qui s'affrontent dans une sorte d'imperméabilité radicale et absolue. Alors c'est compliqué. Elle utilise un mot, Martha Nussbaum, qui est le mot de compassion, qui est un mot qui en français n'a pas une très bonne connotation. La compassion, ça fait compassionnisme, la compassion, ça fait... voilà. Mais ce mot-là, il peut se traduire, on peut utiliser la forme grecque du mot, ça devient empathie. Ça veut dire exactement la même chose que compassion. Ça veut dire être capable de se mettre à la place de l'autre et de voir l'autre comme notre soi-même. Pour reprendre la terminologie utilisée par le philosophe Paul Ricoeur. Cette compassion, et c'est un des grands points du travail de Martha Nussbaum, elle montre qu'elle s'apprend. Qu'elle s'apprend. Elle s'apprend et il est d'autant plus important qu'elle s'apprenne aujourd'hui que précisément l'autre se dissout un peu. L'autre se dissout en particulier dans l'usage que les jeunes font des réseaux sociaux, dans l'usage qu'ils font des jeux électroniques. Il y a une sorte de virtualisation du monde. Et une étude faite dans mon laboratoire l'an dernier par deux collègues sur le cyberharcèlement montre que le harcèlement utilisant les réseaux sociaux est beaucoup plus violent que le harcèlement en présentiel. Pourquoi? Parce qu'on s'autorise à travers ces réseaux sociaux et a fortiori quand on y utilise l'anonymat un certain nombre de choses qu'on ne s'autoriserait jamais si le visage de l'autre, au sens où Lévinas parle du visage de l'autre en face de nous, exprimait un minimum de souffrance, ou en tout cas montrer qu'il était atteint d'une manière ou d'une autre par le propos que l'on tient et qui peut l'humilier, peut l'abîmer, peut parfois contribuer à le détruire. Alors bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens capables d'en torturer d'autres et même de trouver du plaisir à voir l'autre souffrir. Mais trouver du plaisir à voir l'autre souffrir, c'est aussi être amputé d'une partie de soi-même. C'est de la partie de soi-même qui sait que je suis comme l'autre et que la souffrance de l'autre, je peux la ressentir aussi. Et que si l'autre souffre, il peut également m'infliger cette propre souffrance. Cette capacité à entrer dans le référentiel de l'autre sans s'y perdre, elle est fondamentale, dit Martha Nussbaum, pour transformer les émotions en émotions démocratiques. Elle dit, et à le relire aujourd'hui, ça prend une toute autre importance, évidemment, que nos démocraties sont facilement emportées par des sortes d'émotions collectives, mais où on est en quelque sorte, où on s'échappe à nous-mêmes pour pleurer ou rire ensemble en fonction d'un événement, mais où les autres, dans leur singularité, dans leur étrangeté, dans leur personnalité parfois un peu difficile à cerner, n'en sont pas plus approchés, peut-être même en sont-ils parfois encore plus oubliés. C'est parce qu'on communie en quelque sorte à quelque chose de commun qu'on oublie que la singularité de l'autre est un mystère, qu'il est lui-même totalement opaque, que sa conscience est totalement opaque, mais que je ne dois pas pour autant le prendre pour un étranger, au sens de totalement extérieur à cette humanité qui nous relie et qui fait que nous participons ensemble de l'humaine condition. Et Martha Nussbaum a cette phrase à propos des enseignants
il faut qu'ils sachent que le simple fait d'écouter ensemble une histoire crée du collectif, à propos de leurs élèves, bien évidemment. Je crois qu'elle a raison. Je crois qu'elle a raison. Je crois qu'elle a raison et qu'il faut continuer à raconter le Petit Poucet aux enfants. Parce que tous les enfants ont peur d'être abandonnés par leurs parents. Alors bien évidemment, on pourrait dire à la petite Sarah, au petit Joseph, au petit Ismaël, t'as pas peur que ta maman vienne pas te chercher à 4h30. Enfin, ça c'est un peu sadique quand même. Ça peut faire de la psychanalyse de bazar aussi. Mais on peut raconter le Petit Poucet. Le Petit Poucet, c'est un fabuleux cadeau. C'est un fabuleux cadeau qu'on fait à l'enfant parce qu'on lui offre une histoire qui le touche profondément, qui le concerne intimement, mais sans le violer dans son intimité. C'est-à-dire qu'on le relie aux autres. On le relie à ceux d'avant, à ceux d'à côté, et on lui permet de mettre des mots, de créer du symbolique dans ce qui était jusqu'à présent un chaos intérieur de pulsions archaïques. Et il y a là quelque chose qui me semble vraiment au cœur de la création du collectif. Ce n'est pas étonnant si le théâtre, la musique sont des lieux de création du collectif. Sont des lieux de création du collectif parce qu'ils sont des lieux où s'éprouve l'humaine condition en ce qu'elle nous réunit sur des fondamentaux anthropologiques. Des fondamentaux anthropologiques. Fondamentaux anthropologiques qui sont pour l'essentiel des questions. Ce qui réunit les cultures, ce n'est pas les réponses, c'est les questions. Chaque culture donne des réponses différentes, mais aux mêmes questions. Les mêmes questions. Celle de la vie, de l'amour, de la mort, du territoire, ce qui est interdit, de ce qui est autorisé, ce qui permet de survivre, etc. Et si je continue à filer l'histoire du Petit Poucet, eh bien, à un moment, vous le savez, ce Petit Poucet va rencontrer l'ogre. Il va frapper à la porte de l'ogre. Il va frapper à la porte de l'ogre et la femme de l'ogre va même tenter de les décourager d'entrer. Le Petit Poucet et ses frères et sœurs ont tellement peur des animaux de la forêt qu'ils vont préférer quand même prendre le risque d'entrer dans une maison où il y a au moins la femme de l'ogre pour les accueillir. Et si on regarde un petit peu autour de nous, en dehors de notre civilisation occidentale de Charles Perrault et de nos contes traditionnels, on s'aperçoit que la figure de l'ogre, on la trouve dans absolument toutes les civilisations. C'est une des figures anthropologiques majeures. Il n'y a pratiquement pas, en tout cas on ne connaît pas de culture qui n'ait pas cette figure de l'ogre au sein de ses fondamentaux. Et c'est pas pour rien, parce que l'ogre, c'est la question par excellence. Quelle question? La question, comment puis-je aimer quelqu'un sans le manger, ou être aimé par quelqu'un sans être mangé par lui? Parce que c'est ça la question de l'ogre, quand même. Alors je peux le dire aussi aux gamins, t'as pas peur que ta maman, à force de te serrer parce qu'elle t'aime, elle dit t'étouffer. Alors t'étouffer au sens physique, mais aussi au sens psychologique, parce qu'on sait que l'amour maternel, ça étouffe. L'amour paternel aussi, d'ailleurs. Mais nul d'entre vous, moi moins que tout autre, n'a résolu cette question de savoir comment on peut aimer quelqu'un sans l'étouffer ou être aimé par quelqu'un sans être étouffé par lui. Nul n'a trouvé définitivement la bonne distance entre l'amour et la liberté. C'est pour ça que la question de l'ogre est une question. Et que si quelqu'un avait trouvé une réponse à cette question, il n'y aurait plus ni demain, ni littérature, ni chanson, ni cinéma, ni poésie, ni quoi que ce soit d'autre, puisque tout ça ne se pose que cette question. La bonne distance entre l'amour et la liberté. Et on voit bien que ce qui fonde anthropologiquement le collectif,
c'est pas la nature précise de la réponse que l'on va apporter. C'est la reconnaissance que nous partageons un certain nombre de questions. Et c'est la raison pour laquelle je suis si attentif, pour ma part, à réinscrire systématiquement les savoirs scolaires dans les questions qui leur ont donné naissance. Les questions, c'est ce qui nous réunit, c'est ce qui fabrique du collectif. Et dans une classe, c'est la question qui fabrique du collectif, plus encore que la réponse. Alors vous me direz, c'est vrai tout ça pour la littérature, les contes, les légendes, les mathématiques, la physique, mais c'est évidemment pareil, c'est des réponses à des questions. D'ailleurs, comment pouvez-vous imaginer que les gamins qui se précipitent pour acheter des mangas ou pour voir des films de science-fiction ne s'intéressent pas aux questions que pose la physique, l'astronomie, ou que sais-je encore. La question comment ça se fait que si je vais tout droit, je finirai par me retrouver derrière moi, est une vraie question. C'est une vraie belle question. La question de la classification des infinis de Cantor, par exemple, c'est une très très belle question. Comment se fait-il qu'on puisse à la fois montrer que 1 égale 2 et que 1 et 2 sont différents? C'est des belles questions. Et la question de savoir pourquoi Galilée a eu des ennuis avec l'Église et pas Copernic, c'est une jolie question aussi. Je crois que si on veut créer du collectif dans le scolaire, à côté des formes évidemment institutionnelles de ce collectif, je vais y venir, on a tout intérêt à construire notre enseignement autour de ce qui fait émerger la question et de ce qui fait apparaître le savoir, non pas comme une sorte d'obstacle sur un parcours du combattant qu'il faudrait absolument franchir, mais comme une étape dans l'émancipation d'hommes et de femmes qui se sont posés des questions grâce auxquelles ils ont pu progressivement se dégager de toute une série de représentations fantasmatiques, mais aussi de se dégager de la barbarie. Alors, continuons, mais très vite, je vois que l'heure tourne. Pour construire le collectif, il y a un certain nombre de pistes que je viens d'évoquer là, et puis il y a évidemment la piste absolument essentielle de l'institutionnalisation. Instituée. Moi, j'ai beaucoup appris de la pédagogie institutionnelle. Je sais que beaucoup d'entre vous y sont profondément attachés. Ce n'est pas rien d'instituer, surtout aujourd'hui dans nos établissements scolaires où l'institution a perdu de ce que les spécialistes appellent la science, c'est-à-dire elle n'apparaît plus. Elle n'apparaît plus parce que les rites traditionnels de l'institution se sont progressivement érodés, que de nouveaux rites n'ont pas été mis en place, et que ce que nous prenons pour une institution n'est souvent qu'une sorte de vol de gare où se déplacent des enfants et des élèves sans avoir conscience de ce pourquoi ils sont là, et de ce pourquoi ils sont là pour se tenir debout, s'instituer, apprendre à se tenir debout ensemble, pas à tomber les uns sur les autres, mais à se tenir debout ensemble. Instituer l'école me paraît aujourd'hui une priorité absolue, parce qu'elle n'est pas, à mon sens, suffisamment instituée, parce qu'elle n'a pas pris la mesure du mouvement de désinstitutionnalisation qui l'a frappé de plein fouet depuis une cinquantaine d'années, et parce qu'au lieu de chercher à se réinstituer autour de principes nouveaux qui soient accordés aux exigences de notre temps et à la réalité de nos élèves, elle rêve d'une sorte de retour en arrière qui lui permettrait de retrouver un certain lustre et de se donner l'illusion
illusion qu'elle a résisté à l'usure du temps. Je crois qu'il nous faut faire ce travail de réinstitution. Ce travail est très compliqué. Ce travail est très compliqué. Moi-même, j'ai essayé, à la fois dans des pays où j'ai été amené à intervenir pour collaborer, comme l'Argentine ou en France, de proposer des formes de réinstitutionnalisation. Par exemple, j'ai proposé assez systématiquement, et les premiers résultats que nous sommes en train de glaner sont intéressants, ce que j'ai appelé la classe verticale. C'est-à-dire une classe qui n'est pas constituée d'élèves du même âge, du même niveau, qui font la même chose en même temps, mais qui est délibérément constituée à partir des grands collèges de chez nous, par exemple, où il y a des 6e, des 5e, des 4e et des 3e. La classe est de 30 élèves, il y a 7 élèves de 6e, 7 de 5e, 7 de 4e et 7 de 3e. Voilà. Pour recréer autre chose que une espèce de juxtaposition de personnes qui font la même chose en même temps, et pour instituer et injecter dans le fonctionnement de la classe différents types de groupements qui permettent de faire vivre du collectif et de construire un collectif qui soit véritablement un collectif d'apprenants solidaires et pas un collectif de personnes juxtaposées et en concurrence. Parce que dans ce domaine-là, nous avons un lourd passé. La France et les pays qui l'entourent, dont la Belgique, ont fait des choix absolument déterminants dans les années 1830, 1840. On peut dire que tout était joué en 1840. L'Europe, dans les années 1830-1840, est en face de trois modèles pédagogiques à peu près de force équivalente. Il y a un modèle qui est issu du Moyen-Âge, qu'on appelle le modèle de l'enseignement personnel. Alors c'est des classes, des grandes classes, plus souvent d'ailleurs dans des granges, dans des lieux un peu abandonnés, où le maître fait venir à côté de lui chaque élève et travaille personnellement avec lui pendant que tout le monde fait autre chose ou n'importe quoi. Alors c'est évidemment un modèle qui a pu fonctionner un temps, mais qui apparaît, on est dans les années 1800, comme étant une perte de temps, une perte d'énergie considérable. Alors face à ce modèle-là, qui est en perte de vitesse, deux modèles émergent. Un modèle qui est issu de Saint Jean-Baptiste de La Salle, qui est le modèle de la classe homogène d'élèves du même âge, du même niveau, qui font la même chose en même temps, avec l'idée que toute école doit avoir trois classes. Parce qu'on ne peut pas mettre des élèves de niveau trop hétérogène dans la même classe. Ce modèle, qui a été construit par Saint Jean-Baptiste de La Salle, est très soutenu à l'époque par les milieux catholiques et conservateurs. Face à ce modèle apparaît en Europe, d'abord en Angleterre, ensuite en France, en Belgique et dans un certain nombre d'autres pays, le modèle dit de l'école mutuelle. Alors l'école mutuelle, c'est une école dans laquelle il y a un ou deux enseignants pour 70 à 80 élèves. Les deux enseignants ont des élèves de 5 à 15 ans. Et les deux enseignants n'enseignent pas directement, mais font travailler leurs élèves avec un système très rigoureux de monitorat. Ils font venir un peu avant les autres, les plus grands, le matin et l'après-midi. Ils leur expliquent ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent expliquer aux plus jeunes, etc. Ce système est réglé de manière extrêmement précise, les temps sont minutés, et ce système n'utilise pas, contrairement même des écoles chrétiennes qui n'utilisaient que le tableau noir, n'utilise pas que le tableau noir, il utilise aussi toute une série de nouveaux outils pédagogiques qui émergent à l'époque, l'ardoise, qui est le tableau individuel, qui va jouer un rôle absolument essentiel dans les écoles mutuelles,
Ils utilisent les petits panneaux avec les figurines et ils utilisent les livres. Ce modèle est très soutenu par la communauté protestante et les intellectuels progressistes, en particulier ceux qui sont dans le courant d'Erasme et Erasme qui ne s'est pas converti au protestantisme, mais qui n'est pas très loin, et qui défendent un enseignement qui n'est pas l'enseignement de la parole claire, mais un enseignement de l'interaction entre des individus qui travaillent ensemble. Vous savez qu'il y a une différence radicale dans le rapport au livre entre la culture protestante et la culture catholique, puisque vous êtes un pays où les deux cultures cohabitent, plus ou moins, enfin, ils cohabitent quand même. Dans la culture catholique, nous sommes dans ce que j'appelle le paradigme du sacrement. C'est-à-dire que le clerc reçoit le sacrement en début de carrière, on lui impose les mains, et après il peut faire n'importe quoi, de toute façon, l'Eucharistie reste toujours valable, même si le curé saute la botte. Il y a une espèce de changement substantiel de la personne par le fait qu'il reçoit le sacrement, qui lui permet de donner à sa vie ce qu'il a reçu une bonne fois pour toutes. Et le clerc est celui qui est l'intermédiaire entre le texte, qui est la Bible, et le fidèle. Puisque dans le catholicisme, on n'a pas le droit de consulter la Bible. Le catholicisme est la religion du missel. Le missel n'est pas la Bible. Le missel, c'est un manuel où il y a des morceaux choisis par les clercs, pas les morceaux qui sont difficiles à comprendre, où on peut contester, où on peut... Non, des morceaux choisis bien, et puis qu'on fait dans l'ordre, etc. C'est le manuel scolaire. Alors que les protestants, ils sont du côté de la Bible. Ils sont du côté de la Bible que les fidèles consultent quand ils veulent, comme ils veulent, et dont ils discutent librement entre eux, avec certes un clerc, mais qui n'a pas la vérité du texte, qui est parmi eux un de ceux qui contribuent à élaborer le sens du texte. C'est la raison pour laquelle les pédagogies protestantes sont des pédagogies du livre, de la documentation, alors que les pédagogies catholiques sont des pédagogies de la parole, sont des pédagogies du sacrement. Dans les universités protestantes, on lit des livres et quand on ne comprend pas, on va voir le prof. Dans les universités catholiques, on écoute le prof et quand on ne comprend pas le prof, on va lire le livre. On est complètement dans une inversion. Et donc, quand il y a la querelle des modèles, entre le modèle simultané de Jean-Baptiste de La Salle et le modèle mutuel qui vient de Lancaster et Wells en Angleterre, qui a été aussi, elle s'aimait aussi dans nos pays, bien les protestants se rangent fondamentalement du côté du modèle mutuel, ce qui correspond parfaitement à leur conception de la transmission et de l'enseignement. Et en France, et ça va faire tache d'huile autour, un personnage politique très important, bien plus important dans l'histoire du système scolaire que Jules Ferry, dont on nous rabat les oreilles. Le personnage, c'est Guizot, qui n'a rien de républicain d'ailleurs, qui est même un antidémocrate viscéral, qui va lutter toute sa vie contre la démocratie. Guizot impose le modèle simultané et interdit le modèle mutuel. Il l'interdit. Et quand il impose le modèle simultané, il crée les inspecteurs, il crée le bulletin officiel, et il fabrique une espèce de grande pyramide dans laquelle nous vivons tout le temps. Et nous vivons encore. Alors si je me permets de terminer par cette anecdote historique, c'est parce que cette anecdote historique, elle est extrêmement claire sur les implicites du collectif. Et sur le fait que l'école est une machine à détruire, à empêcher le collectif. La forme scolaire, telle qu'elle a été définie par les sociologues, qu'on appelle la forme scolaire, c'est-à-dire la classe d'élèves du même âge, chose en même temps. La forme scolaire est une machine à interdire le collectif.
Dans la forme scolaire, quand deux élèves parlent, c'est qu'ils complotent contre le maître. C'est clair. L'enseignement mutuel, peut-être faudrait-il le revisiter aujourd'hui. Il serait d'autant plus intéressant de le revisiter, cet enseignement mutuel, que nous avons l'équivalent de l'ardoise et du livre à travers certains usages qui pourraient être intéressants du numérique. À condition de ne pas faire du numérique un totem absolu, mais à condition d'en faire un outil pour que la coopération, la collaboration, la confrontation s'inscrivent évidemment au cœur de la pratique pédagogique. Je vais terminer, parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je termine à 7h30, il faut une demi-heure pour discuter. Je suis convaincu de ne pas vous avoir dit beaucoup de choses très originales, et je suis même profondément convaincu que tout ce que j'ai dit, vous le saviez, vous le pressentiez. Mais il m'a semblé important de le dire aujourd'hui, et de le dire avec une certaine solennité, parce que je pense que les collectifs, au sens, sont un peu en péril. Parce que je pense que nous nous acheminons vers des sociétés un peu tubulaires, où chacun restera dans son tube, et où l'individualisme social, pour parler comme les sociologues, est en train de prendre le pas sur la construction du commun. Et s'il n'y a pas de collectif, il n'y a pas de commun. Et s'il n'y a pas de commun, il n'y a pas d'avenir. Et sans avenir du commun, il n'y aura pas d'avenir de chacun d'entre nous. Voilà ce que je souhaitais vous dire rapidement, en vous disant surtout qu'à cette construction du collectif, votre mouvement a participé d'une manière forte, combative, critique, parfois obsessionnelle, il faut l'être, avec entêtement, mais aussi avec lucidité. Et je m'en réjouis parce qu'il n'y aura pas d'avenir ni de l'école, ni d'une société que nous espérons meilleure que celle d'aujourd'hui, sans des collectifs solidaires que très tôt nous pourrons contribuer à faire émerger avec nos élèves. Voilà, merci de votre attention. Mais on va quand même vous donner la parole, de sorte que chômeur, vous ne deveniez pas gêneur. Mais on va limiter les questions seulement aux individus encore. Voilà. S'il y a une question à propos des individus encore ou du reste, bon, je vais quand même prendre 3 questions peut-être. Non, des interpellations, des contestations, des témoignages. Isabelle, madame, et on va commencer par celui-là, Isabelle. Est-ce que Benoît Jardin pourrait me donner son numéro de carte bleue? Que je puisse. Merci. Isabelle. Est-ce que les modèles nordiques, dont on prône tellement la performance, sont référés à ce modèle protestant et qui travaille davantage le collectif? Oui, sans aucun doute. Oui. Il y a une culture empreinte d'une forme de protestantisme. Alors, il n'y a pas que cela. Il y a aussi la dimension, il y a aussi le rôle d'une voie publique qui a été assez différent et qui a conçu son rapport à l'État, son rapport à l'école, son rapport de l'école à l'État de manière radicalement différente. Mais je crois que oui, c'est profondément lié aussi à ça. Nous n'avons pas véritablement su dépasser une certaine, ce que nous appelons la forme scolaire, et qui nous enferme, et aucun d'entre nous n'est assez vieux pour imaginer avoir pu vivre autre chose. Donc aujourd'hui, un système qui marche, un système où il y a des classes de 30 avec un prof devant chaque classe, et puis on ne se pose pas du reste.
plus elle est homogène, cette classe, mieux ça vaut. Et c'est aussi, corollairement, une des explications du système centrifuge, que la recherche à tout prix de la classe homogène fait externaliser celui qui n'entre pas dans le principe de cette homogénéité qu'on va faire traiter par ailleurs. Et vous allez avoir une multiplication des 10 là. Aujourd'hui on en a une dizaine, mais ça peut émerger tout le temps. Les 10 géographiques sont en train d'apparaître. À l'âge de 6 ans, on demande aux élèves de se repérer sur une carte. On étalonne ça à partir de n'importe gosse. Il y a 30% qui ne savent pas bien le faire. On dit que c'est 10 géographiques. On va même fonder une profession pour les rééduquer, de telle manière. Ça fait partie aussi de cette médicalisation permanente, qui est un des corollaires de l'individualisation systématique, et qui participe de cette destruction du collectif. On n'apprend plus ensemble un certain nombre de choses, c'est une dépédagogisation aussi. Cette médicalisation est terrible. Mais ces sociétés nordiques ne sont pas moins individualistes que les nôtres. Comment? Les sociétés nordiques ne sont pas moins actives. Ils le sont un peu moins, pour des raisons qui sont liées à la théorie des climats Montesquieu. C'est parce qu'ils sont dans des groupes où la solidarité est plus nécessaire dans le quotidien. Ils sont aussi des groupes où la solidarité intergénérationnelle est plus développée que chez nous. Chez nous, ça vient, il y a de la solidarité intergénérationnelle. Moi, je mets beaucoup d'espoir dans le rôle que les grands-parents jouent vis-à-vis de leurs petits-enfants aujourd'hui, et dans les inter-apprentissages qui peuvent se dérouler entre les grands-parents et les petits-enfants. Je crois qu'il y a une reconfiguration de l'éducation familiale qui est en train de se faire là, qui est extrêmement intéressante à observer, sur laquelle je suis moi-même très très attentif. Mais ce pays nordique qui effectivement ont pris ce qu'il y avait de mieux dans une certaine tradition. Alors ils ont eu aussi plus de courage politique à certains moments. Cela dit, les choses ne vont pas au mieux dans tous. Il y a certains d'entre eux qui sont en train de commencer à se faire absorber par notre système à nous, et ainsi de suite. C'est pas... Moi, je ne suis pas pour dire il y a un pays qui a trouvé le système parfait, c'est celui-là qu'il faut faire. Je suis plutôt pour que chaque pays et chaque communauté nationale et autres invente, contribue à inventer un système qui soit le moins mauvais et le meilleur possible. D'autres... Oui, allez-y, je vous en prie. C'est une réflexion que j'ai eue avec une autre intervenante c'était par rapport au collectif. Je pense l'école de manière collective au niveau des élèves. Et qu'en est-il du rapport d'un professeur face à une classe de seul? Et qu'en pensez-vous par rapport au collectif, par la notion du collectif? Oui, alors je ne suis pas allé très loin tout à l'heure parce que j'étais un peu limité par le temps, mais dans ce que j'ai mis en place en Argentine ou ce que j'ai mis en place dans les expériences de classe verticale, c'est toujours une équipe de propres volontaires. C'est-à-dire que j'ai mis en place des mini-collèges ou des mini-lycées où on demande à 5-6 propres volontaires de prendre en charge une centaine d'élèves représentant une 6e, une 5e, une 4e, une 3e, je ne vais pas préciser votre forme-là. Et là, c'est une équipe qui travaille et à qui on donne la liberté totale de gestion de leur horaire, avec le fait qu'ils ne rendent compte qu'à posteriori et en fin d'année du fait qu'ils ont bien utilisé la totalité des horaires qu'on leur a donnés. Et c'est eux qui gèrent leur horaire comme ils veulent. C'est-à-dire, on a pris un chiffre qui est de 100 à 120, qui correspond à peu près à 4 à 5 classes telles qu'elles existent traditionnellement. Les professeurs volontaires, et on parle du volontariat des professeurs, parce qu'on pense qu'on ne peut pas aujourd'hui faire autrement, ont la responsabilité de ces 100 à 120 élèves. Et là, il y a une vraie réinstitutionnalisation parce que les 120 élèves voient leurs profs en même temps, ils savent que ces profs gèrent à la totalité de l'emploi du temps, qu'ils organisent à certains moments des groupes homogènes, à d'autres moments des groupes de monitorat, à d'autres moments il y a des conférences pour les 120, à d'autres moments on fait faire du dessin, et
il n'y a aucun inconvénient quand on fait faire du dessin à ce qu'il y ait des gens qui soient d'âge différents, alors qu'à d'autres moments, il faut au contraire qu'ils soient. Ils organisent ce collectif en fonction des activités d'apprentissage, mais pour qu'ils l'organisent, il faut qu'ils constituent une équipe au travail. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'ils soient simplement les exécutants prolétarisés d'une espèce de machine qui pense à leur place. Il faut qu'ils soient réellement les acteurs et les fabricants de la machine dans laquelle ils se trouvent. Moi, je suis très très frappé de ce que j'appelle la prolétarisation des enseignants aujourd'hui. Vous savez, Marx n'a jamais dit que les ouvriers étaient des prolétaires. Marx a dit que les ouvriers ont été prolétarisés. Ils ont été prolétarisés à partir du moment où ce ne sont plus les machines qui ont été au service des ouvriers, mais les ouvriers au service de la machine. C'est donc la machine qui a organisé le travail. Et les ouvriers n'organisaient plus le travail. C'est le fonctionnement des machines qui organisait le quotidien de l'ouvrier. Eh bien, aujourd'hui, c'est le fonctionnement de l'école qui organise le quotidien de l'enseignant. Ce n'est pas les enseignants qui organisent le fonctionnement de l'école, c'est le fonctionnement de l'école avec ses présuppositions en heures, en classe, en niveau, etc., qui organisent pour les enseignants leur vie quotidienne. Quand on propose avec d'autres de déprolétariser les enseignants, ça veut dire de leur redonner le pouvoir sur leur institution. Alors, ça ne peut pas être tout le pouvoir. Il est bien évident qu'il y a légitimité d'un État de fixer des programmes nationaux. Il est bien évident qu'il peut y avoir légitimité d'un État d'organiser un système de recrutement des enseignants, etc. Mais à partir du moment où l'État fait son travail, il est, me semble-t-il, plus logique et plus responsabilisant qu'il soit ferme sur les finalités, mais qu'il soit extrêmement... qu'il accepte de responsabiliser les acteurs pour que ceux-ci, en équipe, instituent véritablement de l'école. Quand vous avez 5 ou 6 profs qui, à temps plein, ont la responsabilité de 120 élèves, c'est de l'institution. Parce qu'ils sont obligés d'organiser, d'instituer, de fabriquer, de gérer le temps, de dire voilà, d'organiser un règlement qui fonctionne pour tous. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui sont au service de la machine, c'est la machine qu'ils fabriquent, eux, dont ils dominent le fonctionnement pour que les élèves apprennent au mieux. Et évidemment, ça nécessite un travail d'équipe, au sein duquel on n'est pas obligé de s'aimer. Parce que vous avez parlé des cons tout à l'heure, moi je crois que les cons sont éducables. Mais un des problèmes qu'on pose souvent à propos du travail en équipe ou du travail de groupe, c'est et ceux qu'on n'aime pas, etc. Mais, attendez, on a toujours des gens qu'on aime moins. Le problème, ce n'est pas l'amour que l'on a pour les gens. Le problème, c'est la capacité de travailler avec des gens avec qui on n'a pas forcément des atomes crochus. Et je trouve que la classe à cet égard, ou l'école à cet égard, à travers les groupements de plusieurs classes, elle est bien. Parce qu'avec les jurys d'acide et les transports en commun, c'est à peu près les seuls lieux où on se regroupe sans affinité. Et où vous découvrez autre chose que votre propre groupe affinitaire. Et cette découverte d'autre chose que votre groupe affinitaire, c'est aussi ça une dimension centrale de la construction du collectif. C'est aussi ça la possibilité de vivre avec des gens avec qui on n'aurait pas spontanément créé un groupe de type amical. Donc oui, quand j'ai été appelé il y a une quinzaine d'années maintenant par le gouvernement argentin, il y avait eu la chute des colonels, il y avait eu toute une série d'événements, il y avait une pénurie considérable d'enseignants. Il y avait des classes énormes, etc. Mais c'était des classes de même âge. Le simple fait d'avoir structuré les écoles primaires et les collèges en classes d'âge différents, c'est-à-dire de mettre en place des systèmes quasiment permanents de monitorat et d'entraide, à modifier radicalement l'ambiance et à restructurer complètement le système scolaire. Alors en plus, si je
voulais être un peu pédant, je dirais, c'est d'autant plus important dans le niveau qu'on appelle le collège chez nous, c'est-à-dire l'adolescence, parce que l'adolescence est le moment de ce qu'on appelle la socialisation secondaire. La socialisation secondaire, c'est une socialisation, c'est un rapport avec les autres. Or, ce qui est en train de se passer dans les collèges en France et dans l'équivalent chez nous probablement, c'est que la socialisation ne se construit pas sur le scolaire. Elles sont construites ailleurs. Et il y a d'ailleurs une différence extrêmement notable de socialisation entre les filles et les garçons. Ça, c'est aussi un autre problème, que dans tous les pays occidentaux, les filles aujourd'hui obtiennent des résultats tellement meilleurs que les garçons qu'on arrive dans les statistiques internationales à montrer qu'une fille cancre est devenue aujourd'hui aussi rare qu'un garçon brillant. C'est-à-dire que c'est quasiment inexistant. Et que dans tous les systèmes qu'on crée pour les élèves en difficulté, on arrive à peu près au même pourcentage que dans les prisons. C'est-à-dire que les personnes du genre féminin ne dépassent pas 5%. Bon, voilà. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui sur les garçons. Il y a un vrai problème. Mais un des problèmes, je ne vais pas traiter ce problème, c'est une autre conférence, une série de conférences, mais une des raisons qui font que les filles sont entre guillemets mieux adaptées au système scolaire, c'est qu'elles se socialisent sur les objets scolaires. C'est-à-dire qu'elles se socialisent en parlant d'école, en parlant de devoirs, elles s'expliquent des choses qu'elles n'ont pas comprises, etc., etc., ce que les garçons ne font jamais. Ce que les garçons ne font jamais. Alors, c'est pas parce que les filles ont de meilleurs résultats scolaires qu'elles ont de meilleures promotions sociales. Puisque vous savez que l'archétype du machisme consiste à dire que si les filles ont de meilleurs résultats scolaires, c'est pas parce qu'elles sont plus intelligentes, c'est parce qu'elles compensent leur manque d'intelligence par un labeur plus besogneux. Et donc, ce qui n'est pas faux, dit Jacques. Non, mais ce qui veut dire très concrètement que si vous regardez toutes les statistiques de l'OCDE, à niveau et à note égale, une fille est toujours moins bien orientée. Parce qu'on dit, elle est appliquée, sous-entendu la pauvre. Et le garçon, on dit, il est feignant. Sous-entendu, mais il a des réserves. Et donc la fille, tout en ayant bossé plus, se retrouve moins bien orientée. Ce qui fait que chez nous, en France, on a à peu près autant d'instituteurs de maternelle hommes que de professeurs d'université femmes, ce qui ne serait certainement pas grave si le salaire était le même. Mais ce qui n'est pas encore le cas. Non, bon, tout ça, c'est pas le problème. Les garçons et les filles, après si, c'est un problème. C'est un vrai problème. Mais pour dire que le fait que l'institution scolaire ne place pas le travail entre élèves, la coopération, l'entraide, l'ensemble de ces dispositifs collectifs au cœur de son fonctionnement, le fait qu'il isole, qu'il juxtapose, qu'il met systématiquement en concurrence, est évidemment un des handicaps majeurs, pour la réussite et aussi pour l'intégration des exigences scolaires chez les jeunes. Parce qu'ils vont aller se faire la socialisation secondaire ailleurs qu'à l'école, et parfois dans des lieux extrêmement dangereux pour eux. L'école ne sera pas le lieu de la socialisation secondaire. Et ça, c'est très très embêtant parce que, effectivement, ils vont vivre l'école comme étrangère à leur vie. Ce sera une sorte de moment un peu satellisé, étranger à leur vie. Et tout ça contribue à leur marginalisation, à leur échec, à leur exclusion, etc. Je pense que Jacques n'est pas d'accord. Et Jacques n'est pas d'accord. Donc, je vais lui laisser la parole. J'avais essayé de vous faire une diapositive, mais ça tombe tout le temps, donc c'est cassé. Non,
très long, mais évidemment, je ne peux pas laisser passer des choses comme ça sans remercier et à la fois vous dire le plaisir et l'honneur, bien sûr, que ça fait, mais en même temps la gêne d'avoir fait accourir Philippe Mérieux de Lyon. Bon, ça me rassure en me disant que je n'étais tout seul à en profiter, que vous êtes plus à en profiter tous. Et quand même quelques mots autour du collectif. Je crois que je n'aurais pas pu faire le métier que j'ai fait si je n'avais pas pu m'appuyer sur les collectifs. Collectif CG, bien sûr, que je tiens à remercier ici à cette occasion. Et un collectif, pourquoi un collectif? Parce que je crois qu'un collectif, il apporte deux choses. Deux choses qui me semblent essentielles. La première, c'est l'exigence, et la deuxième, c'est le plaisir, ou inversement. Le plaisir de travailler ensemble, et donc on peut travailler plus, parce qu'on a plus de plaisir à travailler, et en même temps l'exigence, parce que quand on est engagé dans un projet collectif, il s'agit de s'engager, donc de tenir ses engagements. Et il me semble que l'enjeu actuel, eh bien, de cet ordre-là, c'est de refaire d'abord les enseignants des collectifs. Est-ce que, et entre autres, la dernière parution de Vincent Duprier sur peut-on réformer l'école va tout à fait dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui paralyse l'école aujourd'hui, c'est que structurellement, tout est organisé pour isoler les enseignants. Et donc, sans doute que l'acte le plus politique qu'on puisse poser aujourd'hui dans l'école, c'est de refaire des collectifs d'enseignants qui s'engagent ensemble, qui tiennent leurs responsabilités, qui tiennent leurs engagements et qui prennent du plaisir à travailler. Je ne peux pas m'empêcher évidemment de signaler en passant un autre collectif que j'ai connu pendant 11 ans, qui continue à travailler ici, qui est le collectif Tenter Plus, et où en effet on a fait ce que Philippe Mérieux disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a demandé une autonomie totale en termes d'espace et en termes de temps. Et je salue aussi la direction de cette école qui nous a donné cette autonomie, ce qui fait que ce n'est plus le fonctionnement de l'école qui a organisé notre travail, mais c'est nous qui avons pu organiser notre travail avec exigence et avec plaisir, et d'ailleurs de manière verticale pour rejoindre les autres remarques de et rapidement, pour la verticalité, si ça vous intéresse, un site extraordinaire, c'est celui de Bernard Collot, que je vous dis en gage, un site en classe verticale depuis 30 ans, pédagogie de la bouche. Et alors aussi saluer autre chose, la réédition de quelque chose que seules les personnes de mon âge et les plus âgées connaissent sans doute, à savoir le défi pédagogique, lié par Francis Villemand. Je crois 1972 par là, et Francis m'a dit qu'il est en train de travailler pour en faire une édition actualisée, donc qui va ressortir d'ici quelques mois. Voilà, il faut encore faire une dernière remarque sur ce qui se passe actuellement et sur ce que l'école peut y faire, et ce que l'école, qui serait bien que l'école n'y fasse pas. C'est-à-dire de participer à l'unité nationale, pour le dire comme ça, de participer à un collectif qui prétend que ce qu'il faut faire, c'est transmettre les valeurs de la démocratie. Sans se rendre compte que transmettre les valeurs de la démocratie aujourd'hui, à tous ceux pour qui elle n'est plus crédible, parce qu'on n'a pas tenu nos promesses envers eux, eh bien c'est devenu impossible. Et que le nombre de gens à qui on a promis et pour qui on n'a pas tenu nos promesses, le système scolaire, le système social, le système politique, tous ces gens à qui nous n'avons pas tenu nos promesses et pour qui la démocratie, le système scolaire, le système social et politique ne peut plus être crédible, vouloir avec violence leur faire croire en ce système qui les a profondément déçus, c'est une erreur fondamentale. Si vous écoutez les discours politiques, aussi bien en France qu'en Belgique, ça tourne autour de ça, sur la défense de nos valeurs, sur le fait que personne ne pourra remettre en question nos valeurs, alors que les premiers à ne pas les avoir respectées, ce sont ceux qui appellent à ces valeurs aujourd'hui. Il ne peut y avoir de collectif pour moi qu'à travers l'invitation à faire auprès de tous ces jeunes déçus pour qui notre démocratie n'est pas crédible. Il ne peut plus y avoir de collectif possible qu'en les invitant à travailler la démocratie eux-mêmes, c'est-à-dire en les invitant à être des citoyens radicaux, et j'insiste sur le terme, des citoyens radicaux qui vont radicalement s'engager politiquement pour refaire de la démocratie dans un système qui ne l'est plus. Voilà, je vous remercie.